Lorsque les gens ont des déficiences en lexique et en vocabulaire, ils peuvent confondre les choses. Quelqu'un fait de la dictature, vous dites qu'il est dictateur, on dit vous l'injuriez. Quelqu'un fait du mensonge, vous dites qu'il est menteur, on dit non. Vous n'allez pas dire qu'il est menteur, vous allez dire qu'il fait économie de vérité. Ce 4 mai 2025, M. Azanaï, comme il a toujours l'habitude de le faire, a encore pris plaisir de nous déballer complètement la vie politique au Bénin. Il aborde chaque actualité et nous fait comprendre certaines réalités que le grand public n'avait pas réellement compris. Nous allons l'écouter. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour plus de vidéos d'actualité politique au Bénin. C'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir et puis de répondre à vos questions. Vous avez posé 4 questions. La première, ce qui s'est passé le 4 mai 2015 et pourquoi commémorer le 4 mai 2015. La deuxième, vous avez posé une question sur une réaction du gouvernement, du porte-parole du gouvernement, et par rapport à l'existence, à leur connaissance de l'existence d'une officine ou des officines qui aurait projeté de perturber le Bénin en 2025. Et la troisième question, vous m'avez demandé que vous avez lu sur les réseaux sociaux un certain Badirou Aguemon qui aurait parlé de moi des termes vraiment déplorables. Je vais essayer de vous situer dans le contexte du 4 mai. Le 4 mai, c'est une réaction que j'ai eue et que j'ai eu le soutien des populations. Une réaction normale, recommandée contre l'arbitraire et la violence en politique. C'est une réaction que j'ai assumée parce qu'il n'est pas bon que la solution pour un problème politique soit l'instrumentalisation de la puissance publique, de la force publique à des fins partisanes, personnelles et privées. De quoi il s'agit ? Nous étions en élection, en campagne électorale, et puis il y a eu des échanges de mots. Des mots déplaisants venant de quelqu'un que vous connaissez, qui m'a traité des insanités, des salissures. Je vais vous dire, nous sommes en politique. Les salissures, les injures, dans votre deuxième, troisième question, je vais vous répondre, font partie du discours politique. Parce que la politique a une dimension essentielle que personne ne peut refuser, et c'est la lutte. La lutte à l'intérieur d'une nation, la lutte entre des adversaires politiques, à l'extérieur d'une nation, la lutte entre des ennemis. Mais dans le cadre d'une nation, nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis. Donc, le régime de 2000, le pouvoir, j'allais dire, de 2015, qui était le concentré de changement en refondation, était dans une mauvaise passe, vous le savez. Et puis, j'étais un acteur majeur. Je symbolisais la lutte contre ce pouvoir. Et lors des campagnes législatives, alors que le chef de l'État, le président de la République d'alors, n'était pas candidat, il s'est transformé en directeur de campagne sur le terrain et a eu des propos que je me garde de répéter. Et puis, en politique, c'est normal. Lorsqu'on vous lance des propos de salissures, des choses qui ne plaisent pas, vous n'avez pas à pleurnicher, vous avez à répondre, à donner à la proportionnelle, ou comme vous le voulez. Les campagnes sont terminées, les élections ont eu lieu, et pourquoi il y avait eu ces choses-là venant d'une grande personnalité de l'époque comme ça, qui n'était pas dans son rôle, ce n'était pas son rôle officiel. Et pourquoi ? Parce que le discours qu'il proposait, l'offre politique qu'il proposait aux populations ne marchait pas. Leur campagne déclinait, ça prenait de l'eau partout. Et j'avais le meilleur discours, j'avais quand même, je domptais la situation. J'étais l'icône, le symbole d'une action contre ce pouvoir. Et là, on a proclamé les résultats le 2. Ça devait être un samedi. Le samedi 2. Et puis le dimanche 3, nous, on a mis en branle rapidement la stratégie pour contrôler le Parlement. Et c'est là que j'ai eu des fuites, que je ferai l'objet d'une représailles. Pour moi, c'était impensable. C'est comme ça que le lundi au matin, très tôt,
il y a eu cet événement malheureux où des forces de l'ordre, des agents de la présidence venant directement sous les ordres personnels du président Yahi Boni, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avaient reçu mission de venir m'enlever mort ou vivant, de m'amener mort ou vivant. C'était la consigne. J'ai dû faire face, comme je vous l'ai dit, j'ai dû faire face. Parce que, comme l'enseigne un leader international, le président Poutine, il faut savoir, à des moments donnés, se rendre invisible dans un lieu, dans une salle, ou à des moments donnés, quand les circonstances l'exigent. En tout cas, moi, je me suis rendu invisible. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'était un acte barbare, sauvage, un recours injustifié de la violence, de la barbarie, du non-droit, l'instrumentalisation de la puissance publique contre un adversaire politique pour régler des comptes. Injustifié de la violence, de la barbarie, du non-droit, l'instrumentalisation de la puissance publique contre un adversaire politique pour régler des comptes. C'était pour ça. Ce n'était pas parce que je fuyais une convocation. Non, pas du tout. Je suis un responsable, je suis un homme crédible, digne, intègre et qui tient beaucoup à la régularité, à l'observation des principes. Une convocation, si elle m'est adressée dans les règles, je vais prendre ça et je vais répondre. Mais ce qui s'est passé, c'était indescriptible. C'était un acte crapuleux, une tentative d'assassinat pur et simple. Alors, une fois que je vous ai dit ça, je vais vous dire quelque chose parce que j'ai écouté et j'ai lu aussi sur les réseaux sociaux ce matin quand j'étais avec un groupe de jeunes et puis certaines personnes pour commémorer ce jour-ci où on disait voilà la convocation qui a embrasé Cotonou. Non, il n'y avait pas de convocation. Pas du tout. Les gens s'étaient présentés main nue. Et mon épouse a fait face en disant avez-vous un document venant du procureur ou une convocation régulière? Alors dans la voiture, les gens n'avaient rien du tout. Ils sont ressortis et depuis leur voiture, un de leurs véhicules, ils sont restés sur leurs propres genoux. Ils ont rédigé une convocation mal remplie, mal renseignée. Ils l'ont présenté à mon épouse qui a dit non, ça là c'est irrégulier, ça ne fonctionne pas, je ne prends pas, sortez de chez moi. C'est de là qu'ils ont refusé et aidés d'un autre, certainement plus gradé, ils sont restés sur la terrasse, ils ont rédigé une deuxième convocation. Mon épouse a traité les deux convocations de torchon et de chiffon. C'est ça ce qui s'est passé. Donc, et puis mon épouse lui a dit, même si vous aviez des convocations, la loi ne vous permet pas de les envoyer ici. Vous ne pouvez faire éruption ici qu'en cas de flagrant délit. Et puis, puisqu'il n'y a pas flagrant délit, et que vous venez ici, vous venez, peut-être, si mon époux était ici, si c'était sa maison et que vous veniez le voir, vous ne devez pas oublier qu'il est parlementaire et qu'il est couvert par l'immunité. Vous ne devez pas oublier qu'il y a une session parlementaire en cours. Vous ne devez pas oublier qu'il vient d'être élu, qu'il y a une session parlementaire en cours. Et que la procédure normale, c'était d'adresser votre convocation au bureau de l'Assemblée. Et il appartient au bureau de l'Assemblée de l'appeler, de lui signifier et de décider de la conduite à tenir. Donc, vous êtes dans l'illégalité. Vous sortez. Et c'est dans ces conditions que nos réseaux sont activés pour qu'une réplique populaire digne du nom soit la réponse à donner à Yahi Boni et à son pouvoir. C'est comme ça s'est passé. Mais la moralité et l'histoire politique derrière ça, c'est quoi? C'est que si le 4 mai n'était pas possible, si le 4 mai je n'avais pas mis en déroute, grâce à la population, grâce à la jeunesse de Zogbo, la jeunesse de Cotonou et de tout le Bénin, si on n'avait pas mis en déroute ces messieurs le 4 mai, le 19 mai ne serait pas possible. Le 18-19 mai, ce ne serait pas possible. Parce que le 18-19 mai, on doit mettre en place le nouveau bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire élire le président de l'Assemblée nationale pour contrôler le Parlement. Donc le but du 4 mai, ce n'était pas pour faire le solde d'une injure politique ou de grève politique, c'était pour
mettre, pour enlever, pour faire taire une des voix prépondérantes, un des symboles de la lutte contre l'arbitraire, c'était pour faire taire cette voix. Et cette voix, c'était moi. Et puis, le rôle que je jouais, et Yaïboni est informé du rôle que je jouais. Vous devez savoir que ce n'est pas la première fois que je fais face à des choses de ce genre. Déjà, en 2013, à l'aéroport de Paris, je venais de passer tout le dispositif de sécurité. Et puis, en tant que personnalité, disposant de passeport diplomatique, je devais rentrer dans le tram pour m'amener au bord, à l'embarquement. Mais vous ne devez pas oublier que j'ai été encerclé, conduit de force par la police de Roissy, et dans une petite salle où on m'a fait subir des choses comme si j'avais On m'a interrogé que où sont les armes, où est l'argent. Mais j'ai dit aux gens, je n'ai ni armes ni argent, fouillez. Je voyais toujours avec un petit livre et puis mon manteau, c'est tout. Et dans une petite salle où on m'a fait subir des choses comme si j'avais On m'a interrogé que où sont les armes, où est l'argent. Mais j'ai dit aux gens, je n'ai ni armes ni argent, fouillez. Je voyais toujours avec un petit livre et puis mon manteau, c'est tout. Mais j'ai dû faire face à une fouille. Ma valise a été ouverte. Les gens ont failli ouvrir, déchirer ma valise. C'était en décembre 2013. J'ai subi ça. J'ai subi ça. J'ai dans ma mémoire, comme c'était aujourd'hui, au moment où ces gens m'amenaient pour me dire, mais écoutez, il y avait un Libanais, quand il m'interpellait, j'étais avec une personnalité, une personne qui a un individu qui a le trait un peu libanais. Je disais que c'est peut-être l'autre, je dis non, c'est moi. Donc c'est des gens qui ont reçu des signalisations. Ils me cherchaient. J'ai dit non, moi j'ai rien. Et puis, ils m'ont amené dans la salle. Ils ont opéré leur fouille. J'étais là quand un monsieur me disait, mais vous voulez prendre un peu d'eau? J'ai dit, oh, pour faire quoi? Je ne bois pas. Je ne bois pas. C'est dans les films que vous prenez des gens pour vous les soumettre à ces choses. Ils voulaient déchirer ma valise. J'ai dit non, vous ne déchirez pas. J'ai ma clé. Vous savez comment ils ont fait venir la valise? La valise qui était embarquée déjà à bord, dans la soute. J'étais là. Quand il faut revenir ma valise, ils me demandent si c'est ma valise. J'ai dit oui, c'est ma valise. Avec deux dames, policiers de la police, agents de police. J'ai dit c'est ma valise. Et puis, ils voulaient déchirer. J'ai dit non, je sors ma clé, j'ouvre. Et ils veulent s'approcher. J'ai dit vous n'approchez pas de ma valise. Vous vous mettez éloigné, mettez-vous à l'écart. Mettez-vous à l'écart. Ceux qui vont s'approcher de ma valise me font face pour que je puisse voir. Il ne faut pas me faire d'eau. Et j'ai dit à ces messieurs, si vous fouillez ces valises et que vous trouvez quelque chose d'illicite, je vous jure tout, c'est devant vous que je vais me donner la mort. Parce que ce serait exactement le contraire calamiteux de ce que j'enseigne aux gens, de ce que j'ai fait de ma vie. Je leur ai dit, si vous observez quelque chose dedans d'illicite et d'illégal, je serai irresponsable, je ne mériterai pas même mon nom, pour deux raisons. La première, je n'ai pas mis dedans, mais j'aurais failli. C'est une défaillance, c'est une responsabilité pour que d'autres puissent mettre dedans. Ce n'est pas possible. Et ils m'ont regardé. J'ai dit la deuxième raison, c'est que j'enseigne l'intégrité, la sincérité, la pureté. Et je ne peux pas justifier qu'on trouve des choses illicites dans ma valise. Et c'est là ils m'ont regardé. Et puis que s'est-il passé? Quand j'ai ouvert, ils ont fouillé tout, ils n'ont rien trouvé. Ils ont fait tout. Ils n'ont rien trouvé. Maintenant, puisqu'ils n'ont rien trouvé, je leur ai dit, regardez, il y a quelque chose dedans. J'ai dit, vous cherchez l'argent, non? Ils ont dit oui. J'ai dit, prenez ce livre-là. Ils ont pris. J'ai dit, ouvrez le livre. Ils ont ouvert le livre. Ils ont vu une enveloppe dedans. J'ai dit, sortez l'enveloppe. Ils sortent, ils trouvent 3000 et quelques euros dedans. J'ai dit, mais c'est ça. Avec le reçu de change que j'ai fait, ce change-là à Cotonou ici, à Trinity Change ou Forest Change, quelque chose à mis, c'est bon. J'ai demandé à un de mes enfants de le faire avant de partir. J'ai dit, c'est ça. C'est ça.
Et puis, ils étaient déçus. Et comme ils sont déçus, je prends le déçu maintenant. Et j'ai dit au monsieur, laissez-moi procès verbal. C'est là ils ont commencé par se regarder. Et vous allez voir ce qui se passe. Il y a un des policiers qui a le teint un peu mat, un peu hindou ou un peu guyanais, je ne sais pas, le teint était basané, un peu genre là. Lui, il était resté à l'état depuis ce temps. Il a mis la main au menton, il observait. Et quand j'ai demandé le procès verbal, comme il est un peu bronzé, un peu noiro comme moi là, et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a regardé, on s'est regardé dans les yeux, il s'est approché, il dit, monsieur, je vous aide à arranger vos choses et puis je vous accompagne. J'ai compris ce que ça veut dire. Il est venu à ma rescousse. Parce que là, si je demandais certaines choses, vous savez ce qui peut se passer. Tout ça, j'ai subi tout ça sous le régime de changement, refondation. Parce qu'on a donné des indications, on croyait que bon, je traînais des malaises, ce que j'essaye d'éviter. Donc c'est ça le 4 mai. Le 4 mai, c'était une tentative d'enlèvement, d'assassinat, de faire taire une voix. C'est ça qui a raté. Et le calcul de ceux qui faisaient ça, c'était le 19 mai. Le 19 mai, il fallait empêcher l'opposition d'alors de contrôler le Parlement. Parce que si l'opposition contrôlait le Parlement et qu'on ne dominait pas ce Parlement, on ne prenait pas en main ce Parlement, alors le 20 mars 2016 ne serait pas possible. Or, le 20 mars 2016, c'est le second tour où nous avons gagné et à plate couture le système de après nous, c'est nous. Donc, le 4 mai doit être mis dans son contexte. Ce n'est pas un acte de vandalisme. Pas du tout. Ce n'est pas un acte d'incivisme. Non. C'est la réponse appropriée lorsque le pouvoir devient malade, fou, lorsque le pouvoir est pris par l'ubris et devient un pouvoir pathologique, névrosé, pathologique. C'est une réponse populaire. Et c'est ça que je dois recommander à toute la nouvelle génération et à toute génération. Et ça ne se fait pas parce que, par incantation. Ça ne se fait pas incantation. Ça se fait par une préparation minutieuse, une sensibilisation minutieuse, et c'est le peuple qui prend ses responsabilités. Donc le 4 mai, un acte patriotique, un acte démocratique, un acte civique et citoyen, un acte responsable, un acte militant qu'il faut enseigner à la nouvelle génération. Cet enseignement doit prendre en compte comment on se prépare pour rendre possible la mise en déroute d'un pouvoir pervers, malade et fou, et comment on anticipe sur des situations qui puissent être dangereuses pour soi, pour la communauté. Donc voilà pour le 4 mai, c'est un acte patriotique. Et si, je répète encore une fois, si on n'avait pas mis en déroute le changement refondation, si on n'avait pas fait échec au système Yahi, le 4 mai, le 19 mai, Maître Nubedji ne serait pas président de l'Assemblée nationale. Je profite pour vous dire, je n'agis pas en politique parce que je veux des postes ou je veux des privilèges. Non, pas du tout. Les postes et les privilèges ne sont pas mon leitmotiv en politique. Je vais vous donner un exemple, et je vais citer des noms, qui sont encore des personnes qui sont là, qui peuvent dire si je mens ou si je dis la vérité. Lorsque le 19 mai, nous avons réglé tout ça, et que le temps est venu maintenant de positionner des gens, le président Boudoura Moussou est vivant. Il m'a appelé. Il m'a offert le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'était lui le leader de l'Union pour la Nation. Il m'a appelé. Il m'a dit, avec tout ce que tu as fait, c'est pour toi. J'ai dit au président, mais non, je ne veux pas. C'est vous le président. Vous voyez qui peut. C'est comme ça qu'on a fait le choix il m'a parlé de Roundété, j'ai dit, il peut prendre. Il est vivant. Je ne dirai rien publiquement qui ne soit démontré ou prouvé, ou pour lequel je serais incapable de donner, de citer des noms. Il appartient à ces personnes que je cite de venir dire non, il ment, il a pas bu. Ce ne serait pas possible. Ce serait leur conscience. Ce serait leur conscience. Donc voilà, grosso modo,
ce qui s'est passé pour le 4 mai. Je félicite la jeunesse de Cotonou, je félicite les jeunes de Zobo, je félicite la jeunesse du Bénin, je félicite vraiment ce qui s'est passé. Et puis je dis, toutes ces personnes, je ne saurais jamais les remercier. Il y a aussi, je dois rendre hommage à mon épouse, parce que si elle n'a pas été vigilante, si elle n'a pas pris le dessus, elle n'a pas anticipé, analysé rapidement la situation, elle ne m'aurait pas conseillé de ne pas sortir. Je serais sorti. Et si j'étais sorti, l'affaire est réglée. C'est lorsqu'elle a anticipé, analysé la situation, elle m'a donné les signaux que j'ai dit, ok, nous avons une stratégie pour nous rendre invisibles, on va mettre la stratégie en marche. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'expliquerai d'autres détails si vous me posez des questions ou au fur et à mesure que nous allons continuer ce débat. Donc, voilà, retenez grosso modo que si je n'avais pas mis en déroute le Yaïboni et son schéma le 4 mai, le 18-19 mai ne serait pas possible. Maître Adrien Oumbédi ne serait pas président de l'Assemblée nationale, ce ne serait pas possible. Et si il n'est pas véhicule 4x4, c'est à cause des gens comme ça, parfois on regrette de ne pas prendre certaines précautions. Il vient, il s'assoit. Le premier mot de Badirou Aguemon, c'est de s'en prendre à Patrice Talon. Traiter Patrice Talon de tous les mots. Ce qu'on ne peut même pas dire. Il traite Patrice Talon de tous les mots. Ceux qui ont un peu l'habitude de la littérature peuvent savoir quand on dit le traitement le plus dédaigneux qu'on peut reprocher à quelqu'un, c'est ça qu'il reproche, qu'il disait de Talon. Je l'écoutais et il finit par dire, quand il a fini de peindre Talon en noir complètement, il me regarde, sourit et me dit, mais maintenant mon tour vient. Il me met tous les parfums, tous les encols, tout ce qu'il y a comme brosse à relier. Vous êtes le meilleur parlant de moi. Tu es le meilleur, monsieur Azanaï. Tu es le génie. Tu as anticipé. Tu le connais. Et que si on savait, si beaucoup savaient, on allait te suivre, on allait faire ci, on allait faire ça. Mais je le regardais. D'où soit-il? Où est-ce qu'il veut? Il veut venir où? Les notions, les leçons que mon feu père, père à son âme, m'avait données me sont venues dans la tête. Mon père m'a toujours dit, lorsqu'on te sourit, il faut savoir que le sourire a un coût, a un prix, a un coût. Et parfois le sourire peut être plus cher que celui qui te logne. Celui qui te logne, il te donne un beau cadeau. Il te dit vraiment qu'il n'est pas content. Il te dit de te préparer. Mais celui qui te sourit, il faut faire très attention. Plus tard, j'ai lu dans certains livres que sous l'appât fumant, il peut y avoir un hameçon. Je le regardais, où est-ce qu'il veut en venir? Et c'est là où il sort le morceau. Qu'il est venu de la part de Djogbenou. Badirou dit qu'il est venu de la part de Djogbenou. Nous étions en juillet. Et que il veut tout faire pour que je reçoive Djogbenou. Parce que Djogbenou devait être candidat et devait être président et qu'il est en train d'être trahi par Talon. Et que c'est un acte d'ingratitude vis-à-vis de Talon de ne pas prendre Djogbenou. Voilà ce qu'il est venu me dire. Il est vivant. Et je lui ai dit, mais écoutez, mais vous n'êtes pas Djogbenou. Il dit, oui, il semble que Djogbenou, vous ne vous entendez pas. Je dis, c'est un secret de Polichinelle. Je n'ai pas de grève contre lui. Je ne suis même pas de sa génération. C'est les petits, très loin. Je ne suis pas de sa génération. Je n'ai rien contre lui. Je ne l'ai jamais agressé. Je ne suis pas celui qui a provoqué. Mais regardez, vous parlez de Talon. Mais c'est Djogbenou qui a fait ci, qui a fait ça, non? C'est moi, j'ai pris sa main ou ses propos pour faire ci, pour faire ça.
Il dit non, grand frère, ne vous fâchez pas, il a besoin de vous sans vous. Regardez-moi cela. Moi, vous venez me solliciter pour Djogbenou. J'ai dit, mais, professeur, ça ne va pas. Il me regarde et il dit quoi? Il dit, mais est-ce qu'il y a un problème personnel entre vous et moi? Toi, Guémon Badirou. Toi, Guémon Badirou et moi. Est-ce qu'il y a un problème entre nous? S'il y a un problème entre nous, on va régler. Mais s'il y a un problème entre Djogbenou et moi, c'est à Djogbenou de régler. Pourquoi il va passer par toi? Il connaît mon numéro. Il connaît. Alors, il a insisté. J'ai dit, écoute, moi je suis fond d'Abomey. On ne refuse pas l'appel, c'est ce qui est derrière l'appel qu'on refuse. Mais je ne suis pas prêt. On pourra se rencontrer parce qu'il faut que je lui serve quelque chose pour qu'il quitte mon bureau, qu'il quitte ma maison. Je lui ai dit, bon, on verra ça après. Il revient. Il me dit que lui, il voyage, il veut que ça se passe. Je dis, mais non. Parce que si vous venez comme ça, et que vous insistez, c'est que vous avez un plan derrière la tête que moi je ne connais pas. C'est ça qui est dans ma tête. Je ne lui ai pas dit ça. Je me suis dit, mais il y a un plan que je ne maîtrise pas. Et je lui ai dit, moi je ne vais chez personne. Je ne vais chez personne. Et personne ne me rendra visite la nuit. Si vous êtes incapable, si tant que vous voyez que Talon est mauvais, et que vous êtes incapable de démissionner, de faire une déclaration, pourquoi vous voulez que moi je vous reçoive? Que moi je n'ai pas été d'accord. Moi j'ai démissionné. Vous dites que, il dit non, qu'ils sont déjà dedans, il ne peut pas sortir. Il dit, mais vous êtes dedans, vous ne pouvez pas sortir. C'est moi qui vais vous faire sortir dedans.